Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce jeudi 12 janvier, la colère des syndicats enseignants. Plus de 200 postes vont être supprimés à la rentrée prochaine dans l'académie de Clermont-Ferrand. Jean-Pierre Desmaisons, figure du syndicalisme puy-d'Aumois, est notre invité ce soir. Il a décidé de passer la main. Il reviendra sur son parcours militant et il commentera l'actualité du moment. En fin du rugby, nous évoquerons le prochain match de Coupe d'Europe de l'ASM. C'est ce week-end face aux Italiens d'Aironi. Les syndicats enseignants tiennent à faire part de leur mécontentement en ce début d'année 2012. 4 organisations, la FSU, l'UNSA, FO et Solidaire, ont décidé de boycotter hier un comité technique académique. C'est une réunion importante qui était prévue au rectorat. Les syndicats dénoncent les suppressions de postes programmées pour la rentrée prochaine. Des chiffres circulent depuis le mois de décembre, mais ils ne peuvent être définitifs tant que le comité technique n'a pas eu lieu. Cécile Finot. 275 équivalents temps plein en moins dans l'académie de Clermont-Ferrand pour la rentrée 2012. C'est le chiffre avancé par les syndicats. Selon eux, les suppressions de postes iraient de 141 dans l'enseignement primaire, 80 dans les lycées professionnels, 30 dans les lycées généraux, à 24 dans l'administration. Pour Force ouvrière, boycotter la réunion initialement prévue le 11 janvier au rectorat, c'est une façon de gagner du temps. Gagner du temps afin d'obtenir des informations et préparer un argumentaire solide pour défendre les emplois et les sections que l'on envisage de supprimer. Les retraits de postes auraient des conséquences sur les profs et sur la qualité de l'enseignement. Cela nous indigne parce que cela a des conséquences sur les collègues, sur les élèves. Donc ce sont des classes qui sont plus surchargées. Augmenter les effectifs dans une classe, c'est offrir moins de temps d'enseignement pour chaque élève. Une simple division permet de le voir. Les syndicats défendent également la scolarisation des enfants de 2 ans qui est menacée par les réductions d'effectifs et qui est selon eux très utile pour les familles. Ils assurent que certaines sections rares, notamment en lycée professionnel, seront menacées et regrettent la privatisation de ce type d'enseignement via l'apprentissage. Le prochain comité technique académique se réunira la semaine prochaine au rectorat. Les syndicats envisagent un mouvement de grève avant la fin du mois de janvier. Il était à la tête de l'UNSA du Puy-de-Dôme jusqu'à aujourd'hui. Jean-Pierre Desmaisons est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Avant de revenir sur votre départ de la tête de l'UNSA du Puy-de-Dôme, un mot sur cette actualité dans l'éducation nationale dont on vient de parler à l'instant, ces suppressions de postes annoncées pour l'an prochain. Peut-être l'une des questions qu'on peut se poser, c'est qu'on entend régulièrement les syndicats, et notamment le vôtre, protester, se plaindre, et les suppressions de postes poursuivent. Quelle est aujourd'hui l'utilité des syndicats, à votre avis? Alors tout d'abord, il faut rappeler que c'est l'application aveugle de la fameuse RGPP, Révision Générale des Politiques Publiques, et du dogme du non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2. Donc, bien évidemment, l'éducation nationale, de par le nombre de personnel, est en première ligne. Les syndicats s'efforcent d'expliquer, de lutter contre ces suppressions d'emplois. Aujourd'hui, on a hélas une forme de résignation qui gagne l'action syndicale. Bien évidemment, les syndicats doivent aussi lutter contre la résignation qui gagne les troupes, parce qu'à certains moments, faute par exemple d'avancer sur la question des retraites, les collègues se disent « mais à quoi bon manifester ?» D'autre part, et ça ne vous a pas échappé, il va y avoir des élections très prochainement. Et donc, un certain nombre de personnes pensent qu'ils vont régler la question avec leur bulletin de vote. Bon, c'est leur problème de citoyens. Nous, en tant que syndicalistes, on doit aussi organiser l'action syndicale. On en revient à votre actualité à vous. Après 12 ans, passé à la tête de l'UNSA du Puy-de-Dôme, vous avez donc décidé de passer la main aujourd'hui. Dans quel état d'esprit vous êtes au moment de passer la main? Alors, si vous voulez, d'abord, je suis, on va dire, riche de tout ce que ce syndicalisme m'a apporté, pas sur le plan pécunier, parce que parfois on parle un petit peu du financement des organisations syndicales. De ce côté-là, il faut tordre le cou un petit peu à ce qui peut circuler. Par contre, au niveau des relations humaines, je crois que ça apporte beaucoup. Le syndicalisme est aussi formateur. J'ai beaucoup appris, et j'ai beaucoup appris au contact des différentes catégories de salariés. Quel bilan vous tirez de ces années de combat militant? Est-ce qu'il y a des victoires et des défaites que vous retiendrez? Je placerai le travail sur 2 plans. Tout d'abord, le plan du développement de l'UNSA. Je crois qu'aujourd'hui, on a réussi avec mon équipe à faire de l'UNSA une véritable organisation interprofessionnelle, c'est-à-dire bien implantée dans les 3 fonctions publiques et dans le secteur privé. On gagne, on va dire, des adhérents et des élections dans le secteur privé. On a aussi mené des combats
On en a gagné certains contre le CPE. Hélas, sur d'autres, on n'a pas abouti, mais on renvoie aussi à la question plus large du dialogue social en France et du mépris qu'ont trop souvent les pouvoirs politiques à l'égard des organisations syndicales. L'UNSA est le seul syndicat, pour aborder un autre thème d'actualité, le seul syndicat, a priori, à avoir participé officiellement au débat public autour de la ligne à grande vitesse. Vous avez déposé ce qu'on appelle un cahier d'acteurs. Pourquoi avoir décidé de donner votre avis? Et puis je crois que vous êtes plutôt pour un tracé ouest, donc expliquez-nous ce choix. Alors, si vous voulez, d'abord, on savait que notre représentant au Conseil économique et social allait devoir se positionner. Je crois qu'il était du devoir de l'organisation syndicale de préparer justement ce dossier pour voir comment il allait se positionner. D'autre part, pour avoir participé à plusieurs réunions du débat public, c'est une question d'importance pour la région Auvergne. Au-delà de la question du tracé sur lequel je répondrai, il faut bien comprendre aussi, et je crains que les politiques locaux ne l'aient pas compris, qu'il faut inscrire cette question dans un projet plus vaste d'aménagement, de développement du territoire et aussi de projets économiques et humains. Je crois qu'il ne faut pas simplement attendre des trains qui passent, il faut voir tout ce qui doit être construit économiquement et humainement autour de ça. Tout petit mot rapide, donc vous êtes pour un tracé ouest, mais pas forcément le ouest-sud que défend bec et ongle René Souchon. Si vous voulez, aujourd'hui, le débat public est chargé d'éclairer la décision à prendre. Nous, ce qu'on veut, c'est un tracé le plus irriguant pour l'Auvergne. Il faut bien comprendre qu'il y a nécessité de trouver des compromis, et donc c'est certainement pas en s'arc-boutant sur une position qu'on arrivera à trouver les compromis nécessaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'irrigation de l'Auvergne. Très bien, Jean-Pierre Desmaisons, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle pour terminer que l'un des combats aussi de l'UNSA en cette rentrée, en ce début d'année 2012, c'est la TVA sociale contre laquelle vous êtes opposé, à laquelle vous êtes opposé, pardon. En bref, à présent, petit changement d'horaire et de parcours pour la marche de soutien à Wissam El Yamni, cet habitant de la Gautière, mort dans des circonstances troubles après une interpellation policière. La marche est toujours organisée ce samedi, mais le cortège partira de la place du 1er mai à 13h pour rejoindre la préfecture. Par ailleurs, on apprend aujourd'hui qu'un autre rassemblement est prévu ce samedi devant la préfecture, justement à 14h30, pour soutenir les policiers et à l'appel du Bloc identitaire Auvergne, une organisation que certains considèrent d'extrême droite. Et ce soir, même si les tensions semblent diminuer dans les quartiers nord, la préfecture dit maintenir un dispositif de sécurité adapté. Sachez également que des restrictions de circulation sont annoncées dans les transports en commun à la T2C à partir de 21h. Puisqu'on parle de sécurité, direction Chamalières à présent pour faire le point, un mois après l'installation sur la commune d'un système de vidéoprotection, d'autres diront vidéosurveillance. La ville compte au total 13 caméras réparties dans le centre de la commune. D'après le maire, Louis Giscard d'Estaing, c'est la population chamaliéroise qui réclamait cette vidéoprotection. Voyez le reportage de Philippe Robert. Dans la zone du Carrefour Europe à Chamalières, plusieurs actes d'incivilité ont été constatés. Plus grave, des vols de sacs à main ont conduit la municipalité à placer ce secteur sous la protection de la vidéo. L'installation de ces caméras, effectivement, elle répond en règle générale à une préoccupation qui est d'apporter un élément supplémentaire de dissuasion, voire de prévention sur certains actes d'incivilité ou de petite délinquance. Et d'autre part, cela permet, dans les cas où ces actes viendraient à se produire, d'élucider beaucoup plus rapidement les auteurs et de trouver les auteurs des faits. 24 heures sur 24, 9 caméras filment le secteur et les images sont enregistrées sur un système informatique situé au poste de police nationale. Dans un local qui est très sécurisé, dans lequel n'entrent que les personnes accréditées. Et ces images ensuite sont visionnées à la demande du procureur de la République lorsqu'il y a une affaire qui la nécessite. Des caméras qui désormais font partie du paysage sans déranger le quotidien des habitants. Ça évite certainement un petit peu de délinquance et au moins on sait qu'on est un petit peu surveillé et on a une sécurité. Et si jamais il y a une agression ou s'il y a un vol ou quoi que ce soit, on peut éventuellement récupérer, avoir le voleur et récupérer la marchandise. Quand on n'a rien à se reprocher, monsieur, eh bien on peut être filmé. Dans le quartier de Beaulieu, 4 autres caméras ont été installées. Lucienne, 87 ans, résidente d'un foyer pour personnes âgées, n'y voit que des avantages. C'est une sécurité supplémentaire, c'est sûr. On n'a plus peur de traverser le parc à la tombée de la nuit déjà. Et puis il y a beaucoup moins de
SDF qui sont là et qui nous importunaient souvent. Et on est d'autant plus content qu'on a eu une personne de notre résidente qui a été attaquée l'année dernière là. Un coût total de 110 000 €, dont 40 000 € financés par l'État. Les salariés de Pressy-Turn à Thiers étaient prêts à dynamiter leur usine. Ils n'auront finalement pas besoin d'aller jusque-là. Ce matin, ils ont en effet décidé de procéder à la sécurisation du site, comme le leur demandait l'administrateur judiciaire dans cette affaire. Et les salariés ont été doublement motivés à enlever cette dynamite ce matin, car ils ont décroché un rendez-vous au ministère du Travail. Lundi à 15h30, en effet, ils seront reçus par l'organisme chargé de payer les indemnités de licenciement lors des liquidations judiciaires, telles que celles en cours à Pressy-Turn. Les salariés ont commencé à recevoir leur lettre de licenciement il y a 2 jours. Les Tunisiens auvergnats s'organisent. Une association vient d'être créée pour réunir les Tunisiens de Clermont et d'Auvergne. Association montée en réaction à la révolution survenue dans le pays il y a tout juste 1 an. Pour marquer le coup, un rassemblement est prévu place de Jaude ce samedi à 15h, ainsi qu'une soirée festive à la maison de Loradou. La raison d'être de cette association nous est expliquée par la présidente tout de suite. Nous avons voulu une association jeune à l'image de la société tunisienne qui est née de cette révolution. Et nous l'avons fondée avec 2 objectifs. D'abord, promouvoir la culture tunisienne à l'intérieur de la communauté tunisienne à Clermont et en direction des communautés non tunisiennes pour faire connaître cette culture. Et dans un deuxième temps, pour contribuer au débat citoyen, parce qu'il est très vif en Tunisie et nous faisons partie de la société civile tunisienne, et aussi au débat citoyen français, parce que nous sommes ancrés aussi à Clermont et en Auvergne. Des propos recueillis par Daniel Roche. Du rugby pour terminer ce JT. Pas de top 14 ce week-end. Place à la Coupe d'Europe. L'ASM Clermont-Auvergne joue en Italie. Samedi après-midi, les hommes de Verne-Cotter iront défier l'équipe d'Aironi lors de la 5e journée de H-Cup. Déjà battus à 2 reprises dans cette compétition, les Clermontois n'ont plus le droit à l'erreur. Martial Delecluse. Toujours en position de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe, l'ASM doit impérativement remporter les 2 rencontres de phase de poule qu'il reste à disputer. Un challenge qui débute ce week-end en Italie. Objectif décrocher les 4 points de la victoire plus le point de bonus offensif. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Quand on dit ça, c'est vrai qu'on a besoin de se remettre un peu, pas être sur un nuage et faire n'importe quoi et jouer un peu au rugby champagne. Donc voilà, il faut mettre les choses dans l'ordre. Donc conquête solide, repartir chez eux d'abord, occuper peut-être le terrain, varier les styles de jeu et voilà, si on peut faire ça, ça sera déjà pas mal. Large vainqueur au match aller, les Clermontois s'étaient imposés 54-3 au Michelin. L'ASM part favorite dans cette rencontre. Pour décrocher le point de bonus offensif, les hommes de Verne-Cotter devront marquer 4 essais. Un objectif qui va forcément modifier le jeu et les choix stratégiques des Clermontois. Au lieu de taper 3 points, on va chercher les pénaltouches, on va essayer d'occuper le terrain avec le ballon en main. Chez eux, donc subtilement, il y aura tactiquement, ça se joue pas pareil, je pense. Donc on va tenter de provoquer autant que possible pour qu'on puisse avoir, pour marquer des points. Notre but c'est de marquer. Le penalty, ça va pas trop nous aider, sauf si on est en difficulté. Peut-être on doit bâtir le match autour juste avec ça, mais ensuite on sait que ces 4 essais, il faut marquer. Gagner en Italie et si possible revenir avec le point de bonus offensif, un défi à la portée des Clermontois qui joueront alors leur qualification pour les quarts de finale le 21 janvier à domicile face à la province irlandaise de l'Ulster. Et dans le même temps, on surveillera de près l'autre match de cette poule 4 qui opposera la province irlandaise de l'Ulster face aux Anglais de Leicester. 2 équipes toujours en course pour la qualification pour les quarts de finale. Et c'est la fin de ce JT. Merci à vous de votre fidélité à l'information sur Clermont Première. Dans un instant, vos prévisions météo. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir, 12h30 et 18h30. Très belle soirée à tous. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.